Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à un projet grandiose, un événement grandiose, tellement attendu depuis des années, ajourné plutôt, de par plusieurs circonstances. Et finalement, le grand jour a été décidé, c'est le 1er novembre. Il s'agit de l'inauguration du grand musée égyptien, le plus grand, le plus vaste parmi tous les musées du monde. Il a sa particularité de par son architecture et évidemment de par les pièces tellement rares qu'il contient. La manière dont les pièces sont exposées, la diversité existante. 19 laboratoires ont été construits justement pour les travaux de restauration et ce musée est devenu un centre de recherche où ceux qui l'ont conçu ont envisagé un grand centre de recherche en matière d'égyptologie et pour la restauration évidemment. Donc son emplacement, les 12 galeries, il y avait eu un opening soft ou une ouverture semi-complète, si on peut le dire, soft, il y a plusieurs mois plutôt, en attendant l'achèvement des travaux de la 12e galerie. Alors évidemment c'est un cadeau offert au monde, un cadeau civilisationnel, un cadeau de par son architecture, de par tous les atouts qui ont été accordés à ce grand musée. Alors donc il y a aussi un côté écologique parce qu'il s'agit d'une vision écologique globale faisant de ce musée du point de vue architectural et fonctionnel, une approche qui lui a valu le prestigieux certificat international Edge Advanced, attribué aux édifices verts les plus performants du monde. Donc le côté écologie a été pris en considération et c'est le premier musée vert pris en considération. Pour nous emmener faire un tour et nous donner des éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir ici au studio Madame Yasmine Abdelrazek Mohamed, qui est égyptologue et guide touristique. Madame Yasmine Abdelrazek Mohamed, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Maha, comment allez-vous? Alors il faut dire que c'est le jour tellement attendu. C'est le grand jour. L'inauguration a été ajournée à plusieurs reprises à cause de plusieurs circonstances et finalement c'est le jour J. Alors vous, en tant qu'égyptologue, en tant que guide, tout d'abord, que ressentez-vous vis-à-vis de cette inauguration tellement attendue? Le grand musée, c'est un musée grandiose, tellement attendu comme vous venez de le dire. C'est le cadeau de l'Égypte pour le monde entier. Une super immense superficie, quasiment 500 000 mètres carrés, 12 galeries attendant l'arrivée de Toutankhamon, Monsieur Toutankhamon, avec son masque doré, l'exposition attendue par le monde entier, des laboratoires, des beaux cafétérias, des beaux restaurants, la grande galerie qui vous emmène vers les pyramides. Vue à vue aux pyramides, c'est impressionnant. Et l'emplacement du musée lui-même, l'exposition, les vitrines, l'éclairage, c'est une expérience vraiment pour le client. Et moi, comme je suis guide de francophone, alors les Français admirent le musée, l'égyptologie, l'hiéroglyphe, les statues, surtout la statue de Ramsès II. C'est vraiment une très très belle expérience à vivre. Alors donc, il faut dire que l'Égypte intensifie les préparatifs nécessaires en vue de l'inauguration officielle du grand musée égyptien, considéré comme l'un des plus vastes complexes de musées au monde. Voyons les détails dans ce compte rendu.
Situé à proximité des pyramides de Giza, le grand musée égyptien, le GME, ce projet emblématique symbolise l'ambition culturelle du pays et son engagement à préserver son patrimoine millénaire. Les équipes techniques et administratives redoublent d'efforts pour achever les derniers aménagements avant l'ouverture attendue ce samedi 1er novembre. L'Égypte a mis en œuvre un plan global de modernisation et d'aménagement des routes, axes et places environnantes afin de refléter l'image moderne et civilisée de l'Égypte et de faciliter l'accès à ce site culturel de renommée mondiale. Le gouvernorat de Giza a joué un rôle central dans la supervision de la mise en œuvre sur le terrain de ces travaux d'aménagement, incluant l'amélioration des infrastructures, des services publics et de l'esthétique urbaine. Et toujours dans ce même contexte, l'Autorité nationale pour la sécurité alimentaire a annoncé le renforcement de ses efforts de contrôle et d'inspection afin de garantir les plus hauts niveaux de qualité et de sécurité alimentaire lors des événements liés à cette inauguration nationale majeure. Dr Tarek El-Houbi, président de la dite autorité, a indiqué que cette dernière mettait en œuvre un plan d'action complet en coordination avec les différents ministères et organismes concernés afin d'assurer l'application stricte des normes les plus élevées de sécurité alimentaire dans les établissements hôteliers et touristiques situés aux abords du Grand Musée égyptien et dans les zones environnantes ainsi que dans l'ensemble du territoire national. Le plan prévoit des campagnes d'inspection élargies visant les établissements alimentaires, notamment les restaurants et les hôtels, afin de vérifier le respect des conditions sanitaires, l'application des bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité alimentaire et de renforcer la sensibilisation du personnel à la qualité et à la propreté dans la manipulation des denrées. Sur un autre plan, le Conseil des ministres a décidé d'autoriser le ministère des Finances à émettre des pièces commémoratives en or et en argent d'une valeur de 1, 5, 10, 25, 50 et 100 livres égyptiennes à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du GM. Nous retrouvons de nouveau notre invitée, Yasmine Abdelrazak Mohamed, égyptologue et guide touristique. Yasmine, vous avez probablement rendu plusieurs visites au musée au fur et à mesure que les travaux finissaient au fur et à mesure. Et certainement, vous avez eu des impressions différentes. On aimerait parler de l'évolution des travaux du musée. Premièrement, quand il était inauguré pour la première fois, ils ont juste inauguré la salle de la grande galerie avec les statues de Sénoserte et avec la statue de Ramsès II. C'était très beau, les clients étaient impressionnés par la grandeur de la statue, mais on pouvait visiter que cette statue-là. Après ça, c'était évolué un petit peu et c'était ouvert aux visiteurs la grande galerie elle-même avec l'escalier électronique. Et là, on a pu visiter plein de statues, parmi lesquelles il y a la statue remarquable de Akhenaton, qui est très bien éclairée, très belle vraiment, et la statue de la reine Hatshepsut, ainsi que toutes les statues des pharaons et les colonnes, qui vous emmènent juste en face des pyramides. Tu as 4 étages qui t'emmènent juste en face des pyramides. Et bien sûr, c'est impressionnant de terminer la grande galerie avec les pyramides, de faire de très belles photos. C'était juste avant l'inauguration des salles, les galeries. On a eu 12 galeries qui te divisent l'histoire égyptienne entre l'Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire et l'époque grecque-romaine. C'est pour cela qu'on dit toujours que le musée, c'est un musée dédié à une seule civilisation. C'est la civilisation égyptienne. Même la partie grecque romaine, c'est la partie égyptienne. Et alors, c'est vraiment impressionnant. La manière, l'éclairage, les vitrines, l'exposition, la division elle-même, c'est vraiment fantastique. Ça donne aux visiteurs une grande envie de retourner. Et on attend tous, bien sûr, de voir notre cher Toutankhamon. On attend comment il va être mis avec ses 5000
5398 pièces monumentales. 5398. Oui. C'est ça qu'ils ont déclaré finalement. 5300 et quelques statues dédiées à Toutankhamon dans les salles d'exposition. Et on attend aussi les bateaux solaires. Moi, je n'ai jamais été au laboratoire du musée, je ne sais pas comment il était, mais ils l'ont restauré, mais je l'ai visité, le bateau solaire, quand il était aux pyramides, bien sûr. Évidemment, nous allons continuer notre tour, nous allons passer des moments, même des moments imaginaires au sein de ce grand musée, en attendant de le visiter, évidemment, suite à l'inauguration. À tout de suite. De retour à notre invité, Yasmine Abdelrazek Mohamed, qui est guide touristique francophone et égyptologue. Et justement, on a eu des discussions très intéressantes juste avant la pause. C'est vrai que une discussion qui concernait les pyramides avec ses secrets inédits. Et justement, mon invité m'a dit qu'il s'agissait seulement pour la grande pyramide, celle de Khéops, de 2 300 000 pièces ou morceaux de pierre. Et chaque morceau de pierre pesait des tonnes. Je vous cède l'antenne parce que justement, c'est vraiment fascinant avant de revisiter le grand musée. À l'intérieur du musée lui-même, on peut voir les 3 grandes pyramides avec une vue panoramique excellente vraiment. Et on parle toujours des pyramides que c'est l'éternité. L'ancien pharaon, quand il avait fait les pyramides, surtout le roi Khéops, et tous ses précédents, à partir du roi Djeser, la 3e dynastie, jusqu'à Khéops lui-même, ils ont construit les pyramides pour chercher l'éternité, pour pouvoir aller vers le ciel et accomplir le cycle solaire avec le dieu soleil Ra. C'était leur dieu soleil. Et alors, la pyramide elle-même, ils ont utilisé pour sa construction quasiment 2 300 000 blocs de pierre qui pèsent entre 2 et 20 tonnes. La chambre funéraire, le passage, le sarcophage qui est à l'intérieur, pas de dessin, pas d'inscription du tout, à part le nom du roi Khéops qui est gravé sur le plafond de la chambre funéraire. C'est écrit l'horizon de Khéops. Vous pouvez imaginer la beauté. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à résoudre le secret. Comment est-ce que ces morceaux de pierre énormes ont été coupés et transportés vers le Caire à partir d'Assouan avec cette lourdeur, et comment est-ce qu'ils ont réussi à mettre les pierres d'une manière superposée jusqu'au sommet de la pyramide? Vraiment, c'est un grand secret. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement. Mais ce qui est vraiment peut-être la manière utilisée, c'était ils ont emmené les blocs de pierre par le Nil sur des bateaux remorqués par des barques durant l'inondation du Nil. Ils ont construit une rampe immense, ils ont mis les blocs de pierre sur des rondins en bois. Les hommes qui travaillaient à l'époque, à peu près 100 000 ouvriers, et leurs animaux poussaient tirer les blocs de pierre jusqu'à la construction et jusqu'à le lieu de la construction de la pyramide elle-même. Et ils ont construit la pyramide par les repoussoirs de sable. Tirer le sable, les blocs descendaient. Et ils sont ciment. C'est pour cela qu'elle est considérée une des merveilles du monde ancien. Effectivement. Et est-ce que c'est vrai que les pyramides constituent une source d'énergie? Il raconte ça dernièrement. Il y a un monsieur américain, je ne me rappelle plus de son nom, excusez-moi, mais c'est un grand chercheur américain qui a déclaré quelque chose pareil. Mais pour moi qui a étudié l'égyptologie de la manière ancienne, les livres de Mariette et de Pétri, je vois que la pyramide, c'est la tombe du roi Dieu de l'Ancien Empire pour qu'il puisse aller vers l'éternité. Alors donc, le musée, où réside sa particularité? Pourquoi est-ce qu'il est tellement particulier? Le musée est très particulier parce que c'est un grand musée, superficie immense, quasiment 5000 mètres carrés pour une seule
civilisation, la civilisation égyptienne. Divisée en grandes galeries, pour la première fois, ça sera la collection de Toutankhamon, comme je viens de vous dire, à peu près 5300 et quelques pièces monumentales à l'intérieur de la salle de Toutankhamon. Et le musée lui-même abrite une très grande collection de monuments de l'Ancien Empire jusqu'à l'époque grecque-romaine. Il y a des laboratoires pour la restauration et il y a des grandes salles de conférences, un musée d'enfants et plein d'autres constructions qu'on va découvrir ensemble quand il va inaugurer totalement. Un musée d'enfants, c'est-à-dire? Un musée pour les enfants. C'est-à-dire? Je ne sais pas, mais c'est un grand musée pour les enfants. Peut-être les histoires, la manière dont les histoires sont relatées, il y a l'histoire est relatée sur le mur sous forme de bande dessinée. Peut-être oui, oui. J'ai vu quelque chose pareil, mais je n'ai pas eu l'occasion de rentrer. Vous savez, on a les groupes et on fait des jours difficiles. On visite le musée, évidemment. On visite les pyramides et on a plein de choses à découvrir au Caire. Le grand musée du Caire, le grand musée égyptien plutôt, il a aussi le côté vert. C'est le premier musée vert au monde. C'est un musée écologique global et ceci lui a valu cette reconnaissance internationale, un prestigieux certificat international qui est Edge Advanced. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le grand musée égyptien a en effet été conçu dès le départ pour minimiser son empreinte écologique. Ces infrastructures consomment environ 20% d'énergie, d'eau et de matériaux en moins que les bâtiments traditionnels. À ce titre, l'Autorité générale de contrôle des exportations et des importations, en coopération avec le Conseil national de l'accréditation, a validé un rapport complet sur les émissions de gaz à effet de serre générées lors de sa construction. Dès les premières étapes, le musée a adopté le principe de neutralité carbone. Le grand musée égyptien a compensé toutes les émissions de carbone résultant de sa construction, a souligné Ali Aboussen, directeur exécutif de l'organisme des affaires de l'environnement dans les médias. Au-delà de sa structure, chaque espace du musée a été conçu selon des normes environnementales internationales. Cette cohérence s'étend également à la gestion quotidienne du musée. Le GME suit une politique de zéro émission de carbone et surveille en permanence les sources potentielles d'émissions. Il recourt à des systèmes avancés de traitement et de réutilisation de l'eau, à des véhicules électriques pour le transport interne ainsi qu'à des dispositifs de réduction du bruit. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a aussi doté certaines salles du musée de la technologie Plasma Cluster. Ce système purifie l'air, protège les murs archéologiques de l'humidité et de l'érosion et garantit un environnement sain pour les visiteurs. Fidèle à sa mission éducative, le Grand Musée égyptien promet une culture écologique auprès du public. Il interdit strictement l'usage du plastique à usage unique, organise des campagnes de tri et de recyclage des déchets et a créé un espace de sensibilisation environnementale destiné aux enfants et aux étudiants. Eh bien, justement, concernant l'hiéroglyphe, nous savons que l'hiéroglyphe, c'est l'écriture, c'est pas une langue. Mais la langue égyptienne ou de l'Égypte ancienne, disons-le, parce qu'il y avait plusieurs langues par la suite. Est-ce que cette langue avait des sonorités ? C'est-à-dire la raison pour laquelle les égyptologues réussissent à nous dire que nous avons gardé quelques mots que nous avons intégrés dans notre dialecte égyptien. Donc ça doit y avoir une sonorité. Comment est-ce qu'ils ont réussi à prononcer ces mots? Est-ce qu'il y a des sonorités ou c'est uniquement une langue morte? Quand Champollion avait découvert la pierre de Rosette, il a travaillé là-dessus. Il y avait 3 textes, le même texte traduit en 3 langues différentes.
Alors, Champollion a réussi de traduire les cartouches de Ptolémée et de Cléopâtre. Les cartouches, c'est la forme ovale dans laquelle il y a le nom du roi. Et il a réussi de traduire les noms de Cléopâtre et de Ptolémée, ainsi que tout le texte en comparant l'hiéroglyphe avec le démotique, avec le grec ancien, formant un code égyptien ancien. Est-ce que c'était vraiment prononcé? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre vraiment parce que je ne sais pas du tout. Beaucoup de clients me demandent la même question. Est-ce qu'on peut parler hiéroglyphe? Oui, moi je peux lire couramment l'hiéroglyphe. J'ai les textes. Alors voilà, ça veut dire qu'il y a une sonorité. On peut prononcer. Oui, on peut prononcer selon Mariette. Qui est Mariette? Selon Champollion. Mariette, c'est un grand égyptologue. Et qui a fait beaucoup de livres, surtout pour l'égyptologie égyptienne. Et c'était le chef du service des antiquités égyptiennes avant Pétri, avant Pétri. Vous savez que l'égyptologie était créée par des Français en tous les cas, à partir de Napoléon Bonaparte, l'arrivée de l'expédition française, l'équipe de Napoléon Bonaparte, à la suite la découverte de la pierre de Rosette, Champollion et tous ces efforts pour déchiffrer la langue sacrée. Et après ça, on a eu Mariette qui a beaucoup travaillé à Saqqara. Même c'est lui qui avait découvert le Sérapium de Memphis. C'est une des grandes galeries immenses faites par Ramsès II. C'est les tombeaux des taureaux, on les appelle. Et après, Mariette, c'était un autre grand égyptologue, Jean-Philippe Louer et Pétri, ainsi de suite, qui ont travaillé pour l'égyptologie et les monuments égyptiens. Et c'est pour cela que je dois vous dire quelque chose. Les Français admirent l'Égypte. Ils aiment bien venir et visiter. Et c'est un peuple très cultivé à propos de l'histoire égyptienne ancienne. Ils apprennent en 6e. L'égyptologie. C'est pour cela que tous mes groupes qui sont des groupes français admirent vraiment visiter. Ils comprennent très bien les explications, ils suivent, ils sont très intéressés par l'hiéroglyphe. Si on s'arrête vers un morceau de pierre et on commence à le lire, c'est vraiment très intéressant pour eux. De retour au musée, donc nous savons que le musée a 19 laboratoires, il y a un grand centre de recherche, une grande salle de restauration. On aimerait en savoir plus sur ces atouts qui sont nouveaux justement par rapport aux autres musées. Le musée, comme vous venez de dire, il a eu 19 salles, 19 laboratoires. Chaque laboratoire est spécialisé pour la restauration de quelque chose de différent. Et j'ai entendu dire qu'il y a un laboratoire pour le papyrus, un autre pour les statues, ainsi de suite. Et il y a bien sûr des égyptologues égyptiens actuellement qui travaillent pour la restauration de tous les monuments égyptiens. Et je crois que la plupart des monuments qui ont passé au musée sont restaurés dans ces laboratoires-là. Et ils ont fait vraiment un grand effort. Parmi les grandes personnalités féminines qui se trouvent au musée, parmi les grandes dames de l'Égypte ancienne dont on est vraiment fiers, nos ancêtres, quelle reine parmi les plus importantes? Si on parle de reines, bien sûr, on parle de la reine Hatshepsut. Connaissez son nom? C'est Renemet Imen Hatshepsut. Alors voilà, vous prononcez. Oui, je prononce. Justement parce que cette question, on me la pose, surtout de la part d'amis étrangers. Est-ce qu'il y a des sonorités? Alors, le fait qu'on a réussi à trouver ces lettres, ça veut dire qu'il y a des sonorités. Des sonorités. Voilà. Mais est-ce qu'ils parlaient ça vraiment? On ne sait pas. Oui, c'est ça la question. Et peut-être qu'il y avait la langue officielle et ils devaient certainement avoir leur langue. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter le nom de Hatshepsut? Renemet Imen Hatshepsut. Renemet Enem? Imen, c'est-à-dire l'aimée du dieu Amon, la première des femmes. Hatshepsut. Alors tout ça, c'est son prénom? C'est son prénom. C'est son prénom qui est dans son cartouche, qui est écrit partout, sur tous ces monuments. Les pharaons avaient une forme ovale dans laquelle ils mettaient leur nom. Ça s'appelait le cartouche. Et là, on peut déchiffrer le cartouche et on peut savoir le nom de la reine Hatshepsut. Et pourquoi est-ce qu'on a gardé, à votre avis, seulement le nom Hatshepsut parmi les 3 noms?
Parce que c'était son prénom, Hatshepsut, c'est-à-dire la première des femmes. La première des femmes. Ouais. Donc, la première des femmes, alors, qu'a-t-elle de particulier? La reine Hatshepsut, elle a pris premièrement la forme d'un homme pour pouvoir gouverner l'Égypte. Le titre pharaon, c'était un titre masculin. Elle devrait avoir et garder la forme pharaonique. C'est-à-dire, elle est belle, elle est musclée, elle a le cobra sur la tête, la coiffure en étoffe bombée, qu'on appelle en hiéroglyphe le Némès, et la couronne, et elle devrait faire toutes ces fêtes comme les pharaons exactement. Mais elle était vraiment acceptée par le peuple parce qu'elle a arrêté les guerres du Moyen et du Nouvel Empire. Et sa période était très pacifique. Elle a fait des expéditions commerciales en Afrique, dans un pays qui s'appelle le pays du Punt. Et elle a emmené des espèces d'animaux et de plantes très très rares. Et on peut les voir jusqu'à maintenant dans son temple, le temple de Der el-Bahari, qui est à la vallée des Rois, juste derrière la vallée des Rois. C'est un temple unique, gravé dans la montagne, à 3 étages, super beau, mais malheureusement cassé par son beau-fils, Thoutmôsis III, qui avait récupéré son trône plus tard, et il a cassé tous les statues de sa belle-mère, probablement. Et le temple actuel s'est restauré, totalement restauration, mais en utilisant les blocs anciens, bien sûr. C'était la restauration de l'équipe polonaise qui travaillait à Luxor à l'époque. Et bien sûr, on a des statues magnifiques de la reine Hatshepsut, une statue très remarquable en granit qui est dans la grande galerie, qui la représente avec le panier court, la forme pharaonique, ses cartouches partout et son seau à la main pour signer ses papyrus. Et l'autre statue qui est avec les vases, c'est dans la salle d'exposition du Nouvel Empire. Elle est avec les vases de l'eau ou bien de la purification. Et c'est une statue aussi en granit, mais magnifique et unique. Vraiment unique. Et elle est très bien représentée. On a entendu dire que la manière dont les pièces sont exposées est très particulière. Alors, en quoi réside sa particularité? Le musée s'est divisé en galeries. On a 12 galeries. Et les galeries, elles sont divisées en empires. C'est-à-dire, vous visitez le musée par l'ordre chronologique. L'Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire, l'époque grecque-romaine. Et les salles elles-mêmes, les 3 salles de l'Ancien Empire par exemple, elles sont divisées en salles de société, la société, après ça le pharaon et le temple et la relation entre le pharaon et les dieux. Et alors c'est très très bien divisé vraiment. Et tu peux trouver des panneaux partout qui t'expliquent cette chronologie-là et qui t'expliquent par les couleurs aussi. C'est divisé en couleurs aussi. Je ne me rappelle plus, un vert, jaune, je ne sais plus. Mais c'est très beau. Alors il faut dire donc que le grand musée égyptien, c'est un cadeau à l'humanité, regroupant des pièces qui relatent l'histoire, une histoire de taille, une histoire importante, une grande civilisation, donc des secrets sont relatés et il s'agit de conserver ces pièces, pas seulement pour nous, ni pour les invités de l'Égypte, mais aussi pour les générations futures. Des générations et des générations, tout au long des siècles qui viennent, doivent quand même en savoir quelque chose sur ces grands secrets qui n'ont pas encore été dévoilés ou révélés. Donc c'est un cadeau à l'humanité sur le plan civilisationnel, culturel et architecturel. Voyons les détails dans ce compte rendu. À l'heure qu'il est, un travail acharné se fait avec dévouement et rigueur pour la cérémonie d'inauguration du musée, soit à la hauteur du prestige historique et civilisationnel de l'Égypte et qu'elle reflète les accomplissements réalisés au fil de longues années de travail continu, faisant du musée un jalon majeur sur la carte mondiale des musées. Le musée se compose de 3 zones principales d'exposition, dont la plus remarquable est celle dédiée au trésor du roi Toutankhamon, exposé pour la première fois dans leur intégralité en un seul lieu.
Le musée abrite également le musée des barques de Khéops, véritable épopée scientifique et technique de transport, de restauration et de reconstruction. Il comprend aussi un centre intégré de restauration doté de laboratoires spécialisés pour l'analyse et la conservation de divers matériaux archéologiques équipés des technologies les plus avancées. Ce centre ne se limitera pas à la restauration des objets anciens, mais deviendra également un pôle de recherche régionale et internationale en égyptologie. Il accueillera un congrès annuel mondial réunissant experts et chercheurs du monde entier pour débattre des dernières découvertes et études dans le domaine. Une stratégie globale de promotion internationale du musée a été mise en place. Elle vise à faire connaître les trésors exceptionnels qu'il abrite et l'expérience touristique unique qu'il propose, mêlant authenticité et modernité, héritage et innovation. Cette stratégie s'appuie sur la participation du ministère aux foires et expositions touristiques internationales, sur le lancement de campagnes publicitaires et numériques ciblées, ainsi que sur l'organisation de voyages de presse et de visites pour les journalistes, influenceurs et agences de voyage. Un partenariat avec les hôtels et complexes touristiques égyptiens a également été établi pour promouvoir le musée et l'expérience immersive qu'il offre, reliant le charme du passé au confort du présent. Grâce à son emplacement stratégique à proximité des pyramides de Giza, à son intégration à l'aéroport international du Sphinx et au plan global de développement de la zone allant jusqu'à Darchour, le musée devient le cœur d'une destination touristique intégrée à part entière. Ce projet national devrait contribuer à accroître la demande en tourisme culturel, à prolonger la durée moyenne des séjours dans la grande région du Caire et ainsi à soutenir l'économie nationale tout en consolidant la position de l'Égypte parmi les grandes destinations touristiques mondiales. Le grand musée égyptien, tout le monde est dans une humeur tellement agréable, parce que pour nous, il ne s'agit pas d'un musée, il s'agit d'un grand centre, il s'agit d'un endroit, il s'agit d'une grande réalisation, un endroit tellement particulier, et il s'agit de nos ancêtres que l'on rencontre dans cet espace tellement vaste, mais aussi c'est vraiment face à un endroit qui nous est très cher aussi, les pyramides. Oui, bien sûr, et ils vont achever bientôt, bien peut-être c'est achevé, on n'a pas encore visité. La voie de l'éternité qui va vous emmener du musée lui-même jusqu'à les pyramides directement, passant par une voie très moderne qui vous emmène jusqu'à les 3 grandes pyramides du plateau de Gizeh. L'emplacement du musée, le travail qu'il fait, c'est vraiment un cadeau pour le monde entier. Justement, vous étiez en train de me dire, imaginez prendre un café face à Sa Majesté Ramsès II. Oui, c'est vrai, c'est fabuleux. Oui. Vous êtes juste en face de Ramsès II, en train de boire votre café et regarder Ramsès qui vous regarde de lui aussi. Et on a peur qu'il bouge un jour. Oui, non, non. Eh bien, vraiment, on voudrait ne pas du tout arrêter ce tour, mais malheureusement, on est obligé d'arrêter ce tour. Un tour provisoire en attendant vraiment de nous rendre. Et après l'inauguration officielle, et pas la soft, parce qu'on en était à 11 galeries, et à présent, maintenant, on en est à 12 galeries avec, quand tout est terminé. Et on est fiers, et je suis sûre que vous êtes encore fiers, non pas seulement en tant qu'égyptienne, mais aussi en tant qu'égyptologue. Et voilà, on invite tout le monde à suivre sur les écrans l'inauguration officielle. 150 chaînes télévisées sera là, outre la presse écrite, les radios et autres, et aussi outre les dirigeants et les hauts placés, enfin les hauts fonctionnaires venant des 4 coins du monde. Et c'est une invitation par la suite à venir vous y rendre, mais évidemment, une seule visite est insuffisante, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai.
le client, le touriste qui vient en Égypte doit retourner pour découvrir tous les coins de l'Égypte. Complet sur le champ. Très bien. Yasmine Abdelrazak Mohamed, vous êtes égyptologue et guide touristique. Je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous. Merci, c'était un grand plaisir. Le plaisir est le nôtre et donc à samedi. À samedi prochain, 1er novembre, et l'inauguration du grand musée égyptien, une rencontre avec une grande civilisation datant de 7 millénaires. Merci de votre attention, passez une excellente soirée et à la prochaine.